Éducation et consultation, nous allons parler aujourd'hui du changement assisté. Le changement assisté, c'est lorsqu'une personne ou un groupe de personnes doivent, je dirais, aborder, opérer un changement et que on regarde le rôle de l'intervenant pour voir est-ce qu'on doit assister, est-ce qu'on doit soutenir, est-ce qu'on doit faire à la place d'eux et tout ça. Donc, c'est tous les rôles et compétences qui sont attachés au changement assisté. Voici le plan de notre séance de PowerPoint Nari. Dans un premier temps, on va voir la notion de changement assisté. Dans un deuxième temps, comment gérer le volet humain du changement, c'est-à-dire quand les gens ne sont pas prêts, ne veulent pas, on a l'impression qu'ils résistent, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et enfin, on va faire une petite activité réflexive pour vous tout seul. Et ensuite, on va revenir avec les consignes pour le troisième atelier. À propos du changement assisté, on va se poser certaines questions. Qu'est-ce que le changement assisté? En quoi les compétences du changement assisté peuvent-elles aider à être plus efficaces dans l'intervention éducative? Ici, on a une figure qui représente la différence entre la science et la pratique. On apprend plein de connaissances, dans les livres, il y en a, dans les recherches, bon. euh, et ça, c'est le facteur G. Donc, celui euh, de la généralisation. C'est tout le savoir qui est accumulé à l'intérieur d'une discipline et ça provient d'un processus de généralisation. Donc, c'est la connaissance au sens large. Par définition, on ne peut faire de la science du particulier. Alors, quand on arrive en intervention, intervention éducative ou même quand vous faites une intervention de physiothérapie, vous avez tout un bagage de connaissances qui vous permet de comprendre certains aspects de la situation. Donc, parfois, on fait presque du copier-coller. Quand vous regardez le petit P qui est sur la droite, il est tout petit et ben, on a l'impression que c'est presque pareil comme dans les livres. Quand on arrive du côté où il y a un grand P, là, c'est très différent parce que c'est très particulier comme situation. Alors, l'efficacité d'une intervention va dépendre de la capacité de prendre en considération ce qui est particulier à cette situation-là. La compétence, c'est notre capacité d'utiliser notre bagage antérieur et même un peu parfois de réinventer le bouton à quatre trous pour s'adapter à une situation qui est précise. Donc, quand on parle du facteur P, c'est le facteur d'adaptation qu'on doit mettre en branle pour pouvoir intervenir de manière adéquate. Si le P est grand, beaucoup d'adaptation. Si le P est petit, pas beaucoup d'adaptation. Ici, dans cet autre modèle de Yves Saint-Arnaud, parce qu'au début de la session, c'était l'interaction professionnelle, on a parlé aussi de profession consultant, qui est le processus de rôle conseil. Mais ici, Saint-Arnaud, il nous présente les compétences d'accompagnement de nos interlocuteurs. Et ça, c'est bon pour tous les professionnels de toutes les professions. Alors, si on regarde l'axe vertical, ce sont les ressources professionnelles de l'intervenant. Si on regarde à l'horizontale, c'est la perception du système client qu'il a de ses propres ressources. Donc, c'est un cadran avec 12 compétences qu'on va répertorier l'une après l'autre. Donc, dans un premier temps, on a le volet 1. Si vous regardez bien en haut, on parle d'expertise sur le contenu. Alors, cette expertise sur le contenu-là va se manifester par une évaluation qu'on va faire de la situation, orienter l'intervention, habiliter les gens à l'intérieur de la situation. Ça peut être le patient, ça peut être une famille, ça peut être, bon, des collègues de travail. Ensuite, on s'en va en bas à droite. Et de ce côté, je reviens dans mon carreau en haut, là. En haut, on est dans la suppléance. On est dans le facteur G, donc on utilise notre science, on est bon, on dit les choses. En bas, on a l'assistance, c'est le facteur P. Ça veut dire qu'on adapte en fonction de la personne et plus on adapte, plus on a besoin de l'input de notre interlocuteur. Alors, vous voyez en haut, là, c'est l'expertise sur le contenu, c'est de la suppléance
parce qu'on utilise notre expertise pour évaluer, orienter et habiliter. En bas à droite, le volet 2, c'est la gestion du processus et on parle ici de niveau 1. On met à contribution, parce qu'on est en bas, on est dans l'assistance, et on met à contribution notre ou nos interlocuteurs. Comment? De base, vraiment de base, on va recueillir de l'information, on va valider notre information et on va adapter notre intervention en fonction de ce qui nous est dit. Alors, on met nos interlocuteurs à contribution, mais de manière plus faible que quand on va aller au niveau 2 tantôt. Et maintenant, le volet 3. Là, on est dans le volet gestion du processus et on est dans la suppléance. Donc, c'est nous qui structurons, c'est nous qui encadrons et c'est nous qui instrumentons. Donc, en haut, on est vraiment expertise sur le processus, expertise sur le contenu. Donc, deux volets d'expertise pour lesquels on va utiliser ces compétences-là en fonction des différentes situations qu'on rencontre. Plus on a l'impression que notre interlocuteur n'a pas les compétences par rapport au sujet en discussion en cours, plus on va avoir tendance à faire de la suppléance. Et plus on considère que notre interlocuteur a ce qu'il faut, plus on va aller vers l'assistance. Et enfin, le quatrième volet, c'est celui de l'activation des ressources de notre interlocuteur ou du milieu dans lequel on intervient. Alors ici, on est au niveau 2. Ça signifie qu'on va mettre beaucoup plus à contribution. Donc, on va aider à déployer, aider à amplifier et aider à optimiser les solutions qui seront mises en place. Donc, on a plusieurs éléments dans tout ça. La suppléance en haut, l'assistance en bas. En haut, on est dans le contenu ou le processus. À gauche, c'est soit l'expertise sur le contenu ou on met en action les expertises du client. À droite, c'est basé sur le processus et soit on a une expertise du processus pour aider à encadrer notre client ou encore on se sert du savoir du client pour améliorer le cheminement dans le processus. Et évidemment, au centre de tout ça, on a la coopération. Alors, on est avec Saint-Arnaud, vous vous souvenez, là, établir et maintenir la relation de coopération, c'est toujours au centre de ces modèles. Alors, pour les gens un petit peu plus cartésiens, on a ici un tableau qui vient identifier les éléments du même tableau que le précédent, là. Bon, selon Saint-Arnaud, on va mettre en œuvre nos compétences disciplinaires pour à peu près le quart du temps normalement. Donc, la suppléance sur le contenu, ça fait appel à l'expertise et ça va faire appel à l'information sur le contenu principalement. On a toujours nos 3 compétences en lien avec ce bloc. Ensuite de ça, on va dans les compétences relationnelles. La suppléance sur le processus, on va être à ce moment-là dans l'entretien de la relation, l'assistance de niveau 1 dans la réception et dans la facilitation, et l'assistance de niveau 2, toujours les mêmes je dirais, stratégies de communication, soit la réception et la facilitation. Et maintenant, on aborde chacune des compétences, la description de chacune des compétences. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire chacune de ces descriptions. Je vais vous demander maintenant de les explorer, de les lire par vous autres-mêmes.
Et maintenant, on aborde les 7 phases de préoccupation face au changement de Céline Bareil. Céline Bareil a écrit un livre que j'ai trouvé fort intéressant et qui permet de percevoir ce qu'on appelle les résistances sous un angle différent qu'on peut appeler préoccupation face au changement. Vous avez une personne avec qui vous interagissez, un patient, un client, qui veut pas trop, qui est pas trop sûr, qui dit ouais, mais ça marchera pas avec moi. Puis bon, vous voyez, il y a un argumentaire là, qui est présent. Selon Céline Bareil, ces argumentaires-là vont être en lien avec chacune des phases de préoccupation en lien avec le changement. Pourquoi ici on parle de changement? Parce qu'à chaque fois qu'on doit s'adapter, qu'on doit faire quelque chose de nouveau, c'est forcément un changement. Donc, on va décrire ici brièvement chacune des phases. Je vous invite à retourner voir les éléments de contenu. Là, dans le guide, vous avez les 7 phases de préoccupation du changement avec les stratégies et tout. Mais allons-y dans les grandes lignes ici. La première phase, c'est une phase où on dit aucune préoccupation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la personne a dit, bah, ça ne s'adresse pas à moi, ça, pas de problème. Elle est dans le déni. La deuxième phase, est celle de préoccupation centrée sur le destinataire, ça veut dire sur soi-même. Là, la personne, elle va dire, ouais, mais moi, je ne serai jamais capable, ça ne marchera pas, puis moi, puis ça va changer ma vie, puis ça va ta. Fait que, dans le fond, c'est la centration sur soi-même. Là, maintenant, je fais une parenthèse. Il y a 7 phases de préoccupation que Céline Bareil a identifiées, et il y en a 5 de râlage. Mais le discours est différent d'une phase à l'autre, ce qui nous permet de voir la progression des préoccupations face au changement. La troisième préoccupation, c'est celle qui est centrée sur l'environnement. Ah oui, mais là, ma famille, puis là, mon travail, puis bon, donc centrée sur l'environnement. On est préoccupé de ce qui va se passer dans notre environnement. La quatrième phase, c'est les préoccupations centrées sur le changement en tant que tel. Et là, c'est plus complexe parce que là, on se dit, ah oui, j'ai essayé ça marche pas, je serai pas capable. Bon, on est encore centré sur soi, mais c'est par rapport au changement puis à l'approche du changement. Vos exercices sont pas adaptés, ça marche pas la patente. Préoccupation centrée sur l'expérimentation. Donc, OK, ça fait un bout de temps qu'on fait ça, là, mais ça ne marche pas tout le temps. Voici pourquoi. Donc, à ce moment-là, il y a une préoccupation qui est centrée sur l'expérimentation. Quand on va au niveau de la 6e étape, ah là, il y a vraiment une différence de comportement entre la 5e et la 6e. La 5e, on râle encore. La 6e, on devient préoccupé des autres. Bon, ceux qui vivent la même chose, ceux qui sont autour de nous, etc. Donc, on a une préoccupation qui est centrée sur la collaboration, la coopération autour de soi. Il faut favoriser ça. Ça permet à la personne de continuer à cheminer puis d'intégrer son changement. Et enfin, il y a les préoccupations centrées sur l'amélioration du changement. En général, c'est rare qu'on est encore là parce que la personne elle réfléchit sur comment améliorer des petites choses qui, dans son quotidien, vont faire une différence. Mais là, on n'est plus dans le gros de l'intervention. C'est plus après. C'est une préoccupation qui vise à faire de l'amélioration continue, si on veut, d'une certaine façon. Encore ici, je vous invite à prendre connaissance de façon autonome des prochaines diapositives. Euh, bon, elles sont plus décrites là, que ce que je viens de faire dans les grandes lignes et vous allez être en mesure de mieux saisir quels sont chacun des éléments qui sont liés à chaque phase de préoccupation. Maintenant, je vous invite à prendre papier-crayon ou ordinateur
Une fois que j'aurai posé les questions, vous pouvez arrêter le PowerPoint et réfléchir aux éléments que je vous ai déposés ici. D'abord, pour vous-même, décrivez une situation avec un patient qui a offert de la résistance. Réfléchissez-le dans la perspective des préoccupations de Céline Bareil. Identifiez la phase de préoccupation qui est associée à ce que votre client ou votre interlocuteur vous disait. Vous identifiez aussi les stratégies d'action pour l'amener à diminuer ses résistances ou ses préoccupations. Qu'est-ce que vous auriez pu faire ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider à dépasser ces préoccupations-là? Ce que j'aime bien dans le modèle de Céline Bareil, c'est que, comme elle parle de préoccupation, on se sent beaucoup moins impuissant par rapport je dirais, à la réaction de notre interlocuteur. Vous savez, des fois, quand on dit, ah, il résiste, il n'y a pas grand-chose à faire, bien, la résistance, c'est quelque chose, c'est comme un mur. Tandis que quand on parle de préoccupation, on parle d'un humain qui a des émotions avec lesquelles on peut transiger puis l'aider à réfléchir. Pour moi, ça fait toute la différence. Et enfin, euh, vous situez ces actions dans la grille d'activation de Saint-Arnaud. La grille d'activation de Saint-Arnaud étant le modèle de l'assistance versus la suppléance. Où est-ce qu'on pourrait se placer dans cette grille-là pour faire les bonnes interventions auprès de notre interlocuteur? Vous aurez compris qu'ici, on fait des liens entre le modèle de Céline Bareil en lien avec les préoccupations face au changement et les compétences de Yves Saint-Arnaud dans le changement assisté pour pouvoir, je dirais, intégrer l'ensemble de ces éléments-là. Alors, petit rappel ici, simplement aller consulter votre site web, lire les textes du module 7 et je vous invite à compléter avant l'atelier la grille d'incidents critiques que vous allez retrouver au module 7. Donc, en prenant cette grille-là, vous allez vous préparer en suivant les consignes pour pouvoir être tout fin prêt pour l'atelier.